juste rapidement pour raconter la première, la grande découverte, et Brigitte elle a beaucoup, on parle un peu de ça, c'était déjà un an, c'est un site de plénière, c'est un passage, un corridor, un endroit, un chemin qui était vraiment très bien conservé, avec des pas humains, de longs pas, vraiment, plus de cinquantaine de pas, 50 mètres de pas, et croisés aussi avec des pas des glossothériums. Ça ne veut pas du tout qu'ils ont marché ensemble, mais ils étaient vraiment dans le même chemin, même un jour après. Et ces témoignages étaient très beaux, parce que c'était très bien conservé dans les sables fins de ces régions désertiques des États-Unis. Très bien daté. Voilà, maintenant je reviens à notre terrain de recherche aussi, mais très rapidement, bien sûr, au Brésil. Aussi, il y a deux zones très importantes avec des sites extrêmement dans le nord-est brésilien, dans les régions où là j'ai entré dans cette couleur grise, en tant que c'est une région de la savane arbustive. Il y a à la limite de cette zone, c'est la région de Piauí, peut-être vous avez déjà entendu parler, avec la région de la Serra da Capara, il y avait des sites très connus, il y a 4 sites qui vont au-delà de 20 000 ans. Et c'est les boqueirons de la Pedra Furada. On appelle la Pedra Furada, c'est vraiment la pierre percée, comme vous voyez là dans la photo. Et la prochaine, probablement, donc c'est les sites, j'ai eu l'occasion d'être présente aussi, avant les découvertes des fouilles anciennes. Et là, c'est un site d'art rupestre très important, mais là on n'est pas daté, bien sûr. Et des outils très importants, quelques foyers aussi. Donc ça montre bien un site qui peut avoir des datations qui vont de 25 000 ans à peut-être, les recherches actuelles, à 49 000 ans avant le présent. C'est une région, pour les géologues, dans le Piauí, avec du conglomérat, des quartz, et des quartz, des quartzites, et à Sainte-Hélène, où nous avons fouillé, les mois avec une grande équipe multidisciplinaire, franco-brésilienne, pénal aussi, montrant aussi une succession. Nous, notre objectif, c'était de fouiller correctement, découvrir les habitats, pourquoi pas associer le système que vous avez vu des Indiens actuels avec la peinture rupestre des sites, montrer qu'il y a cette présence, ces contacts, mais la fouille a continué, c'est l'objectif, c'est pour cela qu'actuellement on trouve des sites très anciens, il faut aller très profondément. Donc là, c'était aussi à 4 mètres de profondeur aussi. On a trouvé un niveau très ancien. Il avait trouvé aussi le niveau de 10 000 ans, avec l'industrie lithique très bien développée. Mais aussi, nous avons trouvé un niveau autour de 25-27 000 ans, où ce qui était très important, où l'homme était associé et a interagi avec la planète. Et ce qui est important aussi, savoir que ces lieux étaient vraiment plein centre, plein cœur, pas seulement du Brésil, mais de l'Amérique du Sud. Donc ils venaient de nulle part. Où vient-il? De l'Est, de l'océan Pacifique, Atlantique. Donc il a une trajectoire maintenant. Et là, une stratigraphie pour les chercheurs savent savoir vraiment que nous avons fait une fouille avec des niveaux très anciens et c'est le plus profond avec cette dédatation qui associe aussi des outillages à la mégafaune.
une image de fouille et avec toute une série de datations montrant qu'il a vécu, a utilisé, a campé à cet endroit à plusieurs occasions. Il y a 25-27 000 ans, mais aussi il y a 2000 ans. Donc c'est un endroit beau à vivre. Il y a une mégafaune très importante là, parce qu'elle est très liée. La première fois, ce n'est pas la coexistence ni la contemporanéité de l'homme, c'est vraiment d'être ensemble. Probablement, il a dû rapporter une partie de cet animal, de ces glossotériums qui apparaissaient géants, je vais vous expliquer. Voilà. Et là, associé avec toute une industrie aussi, cette fois-ci en calcaire. Là, nous étions dans une formation calcaire. Peut-être, oui. Et vous montrer qu'il y avait trois parmi des milliers. Si ce n'est pas de photos, vous avez aussi qu'il y avait quelques parties de squelette de cet animal, de cet parisien, mais il y avait aussi transformé trois petites œsodermes comme des petites perles, des petites parures. Voilà. L'objectif était vraiment de montrer que cette ancienneté, elle est très probante. Et parce qu'il y a plusieurs sites en Amérique du Nord, jusqu'au sud d'Amérique du Sud, et il y a un vécu. Il faut connaître un peu la trajectoire de cet homme. Merci beaucoup, bien, pour cette itinéraire en Amérique qui repousse bien loin dans le temps les origines de la présence des humains. Nous avons eu quatre présentations extrêmement riches. Nous avons appris énormément de choses. Mais le temps étant très compté, nous n'avons pas la possibilité d'un débat parce qu'il nous emmènerait trop loin, parce que c'est des questions tellement pointues que ça nécessiterait vraiment beaucoup de temps pour que ça ait du sens. Il y a une question complètement existentielle sans laquelle vous ne pourriez pas envisager de continuer à vivre. Je ne crois pas que nous allions jusqu'à ces extrémités. Donc, Brigitte, merci beaucoup. C'est une des fonctions pénibles du président qui est obligé de trancher, couper des têtes à un moment donné. Non, mais c'est simplement symbolique. Mais comme vous avez été de toute façon très résistant, en dépit de quelques tentatives d'endormissement des uns des autres, vous avez mérité 5 minutes de pause avant la deuxième phase de notre séance. Donc 5 minutes, ne vous dispersez pas dans les environs. Nous recommençons dans 5 minutes.
La séance reprend. Merci de prendre place. Après cette présentation magistrale, vraiment, on s'est vraiment régalé. Ça donne envie de faire la paléontologie. Et comme vous savez, dans notre académie, nous avons plusieurs séquences. Donc après la séquence, disons, scientifique, il y a une séquence plus académique qui concerne la vie de notre académie. Et avec aujourd'hui deux manifestations, l'une qui est en l'honneur de Jean-Claude Lesourd, qui a animé la Société des Amis pendant de nombreuses années et que nous tenons à remercier. Et puis ensuite, l'installation de Genève Gunzingers qui sera présentée par Michel Boussin. Alors sans plus tarder, je passe la parole à Stéphane Richemont, qui assure actuellement la présidence de la Société des Amis. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, chers amis de l'Académie, c'est pour moi un honneur et un plaisir de rendre hommage à Jean-Claude Lesourd pour presque 20 années passées au sein du conseil d'administration de la Société des Amis de l'Académie. Il fut d'abord trésorier, puis président, élu en avril 2014 lorsqu'il succéda à Paul Blanc, qui souhaitait prendre du repos après deux mandats successifs. Je citerai quelques actions initiées ou continuées par Jean-Claude Lesourd au cours de sa présidence. D'abord, la création d'un prix d'encouragement à la recherche destiné à des étudiants en fin de cursus, doctorants ou post-doctorants. La relance de la brève, qui en était seulement à son numéro 4 lorsque Jean-Claude reprit la présidence. Différentes mesures d'aide à la bibliothèque destinées à mieux la faire connaître auprès du milieu universitaire, en particulier une campagne publicitaire auprès de cibles identifiées, et une aide financière pour la réception des ouvrages que la documentation française avait cédé à l'Académie. L'organisation d'un voyage à Colmar, à l'initiative de Joseph Rivalin, avec une visite du musée d'histoire naturelle et d'éthographie de cette ville, dont Madame Rivalin était commissaire scientifique. Ce voyage a permis de visiter le musée Unterlinden, qui venait de rouvrir avec de nouvelles salles, ainsi que le musée Bartholdi, qui concerne le sculpteur de la Statue de la Liberté. Plusieurs visites de l'Académie ont été organisées, s'adressant entre autres aux nouveaux adhérents de la Société des Amis, pour mieux faire connaître notre institution. D'autres visites ont été organisées, en particulier celle du musée de Saint-Maur, à l'occasion d'une exposition d'œuvres de peintres locaux réformés qui allaient sur le front à la demande des autorités pour saisir la réalité de la guerre en direct. Il s'agissait bien sûr de la Grande Guerre. Enfin, pour terminer, plus récemment, la Société des Amis a contribué au succès de l'année du centenaire en participant financièrement à la création du Fonds Sciences Dev à hauteur de 15 000 € et en effectuant la promotion de l'ouvrage collectif Penser le monde de demain, ainsi que la médaille du centenaire. Ajoutons encore que toutes les actions réalisées en faveur de la Société des Amis de l'Académie n'empêchent pas Jean-Claude Lesourd de continuer à travailler au sein de notre conseil d'administration, où sa présence est des plus appréciées. Je vous remercie. On vous a déjà beaucoup parlé, aussi serait très bref pour vous rappeler les mérites de Jean-Claude Lesourd. Né le 16 avril 1938 à Cholet, dans le pays du mouchoir, il a connu une carrière administrative exemplaire.
C'est un professeur d'histoire-géographie qui a décidé de passer le concours de l'ENA, a eu une carrière brillante à la Caisse des dépôts et consignations, puis a pris la direction de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, l'ANIFORM, dont il a été le grand personnage pendant une bonne dizaine d'années, et même une vingtaine d'années, puisque vous êtes revenu une deuxième fois à la responsabilité de ce dossier, et vous avez terminé comme directeur de l'inspection générale de la ville de Paris. Votre carrière à l'Académie des sciences d'outre-mer a commencé en 2004, puisque vous avez été élu sur le siège du colonel Robert Ginty. En 2009, vous êtes entré dans notre bureau, et c'est les qualités que vous avez démontrées au sein de notre bureau qui vous ont désigné naturellement pour prendre la présidence de la Société des Amis. Je vais donc vous remettre maintenant, au nom de notre académie, la médaille que vous revenez. Au nom de l'Académie, veuillez recevoir cette médaille qui exprime l'admiration que nous avons pour votre œuvre. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers Stéphane, chers amis, je suis à la fois ému et flatté par ce qui a été dit et honoré de recevoir cette distinction. Mais si vous voulez, arrêtons de parler de moi, j'aimerais, puisque j'en ai l'occasion, et ça n'est pas souvent fréquent, de parler quelques minutes, quelques instants très brefs, Monsieur le Président, n'ayez crainte, de la Société des Amis. Pour ceux qui, dans cette salle, ne la connaîtraient pas ou la connaîtraient peu. La Société des Amis a trois objectifs. Le premier, c'est de soutenir l'Académie dans tous les projets qu'elle souhaite, pour lesquels elle souhaite qu'on apporte notre contribution, dans tous les projets qu'elle veut réaliser, et en particulier lorsqu'il y a une contribution financière à donner. C'est par exemple, ça cité, l'entrée dans le capital de la science, du fonds de sciences dev, pour lequel nous avons versé effectivement 15 000 €, qui a été, je crois, qui a contribué au succès de l'année du centenaire. Mais c'est aussi, et ça c'est moins connu parce que c'est plus ancien, cette salle a été réaménagée et les fauteuils dans lesquels vous êtes assis, vous les devez à la Société des Amis qui a contribué financièrement à cette rénovation et à cette réflexion. Je passe sur les actions plus mineures que nous avons entreprises. Je voudrais donner la deuxième ligne, la deuxième fonction de la Société des Amis. C'est de permettre à des personnes qui souhaiteraient participer aux activités de l'Académie de le faire sans passer par la case élection, si vous voulez. L'adhésion à notre association permet de participer aux séances, d'avoir accès à la bibliothèque et d'emprunter des livres, et aussi d'avoir accès aux voyages qui sont organisés par l'Académie dans les limites de classes disponibles. Donc c'est très important et c'est peut-être pas toujours très connu. Donc je vous demande de le faire connaître autour de vous parce que c'est très important. Je crois de permettre l'accès à l'Académie à des gens qui sont peut-être un peu gênés par l'obstacle de l'élection. Troisième axe, je dirais très vite, c'est faire connaître l'Académie à l'extérieur. Nous le faisons par l'intermédiaire de notre bulletin La Brève et par des partenariats que nous scellons avec des associations qui sont proches de nous. Mais je voudrais ajouter et terminer par là que c'est grâce au conseil d'administration que j'ai pu réaliser ces opérations, grâce également aux présidents qui m'ont précédé. Je voudrais citer deux d'entre eux, tout particulièrement.
Jacques Augarde et Roland Blanquer. Alors je suis à peu près sûr que ces noms ne disent plus grand-chose dans cette salle, car ils sont décédés depuis plusieurs années. Mais c'est eux qui m'ont fait entrer à l'académie et qui m'ont poussé à entrer et à prendre des responsabilités au conseil d'administration. Conseil d'administration, encore une fois, que je remercie pour son aide. Je voudrais isoler au sein de ce conseil d'administration une personne, malheureusement décédée récemment, mais qui en était la cheville ouvrière, et sans lequel on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait. C'est Jean Nemo, que vous avez là simplement vous connu, parce qu'il est décédé il y a quelques mois. Jean Nemo était un travailleur acharné, c'est à lui qu'on doit le prix d'encouragement à la recherche, c'est à lui qu'on doit également beaucoup d'autres initiatives. Il était très agréable de travailler avec lui, et j'aimerais bien, si vous voulez, partager cette médaille avec Jean Nemo. Merci. Merci beaucoup. J'ai cru voir tout à l'heure quelqu'un qui remplissait un imprimé. Et je pense donc que cet imprimé, c'était le papier qui permet de devenir membre de la Société des Amis. Il suffit ensuite de laisser un chèque. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc vous avez un exemple à suivre. Bien, nous passons maintenant à l'installation de Geneviève Götzinger avec tout d'abord le discours d'installation de Michel Roussin. Je ne sais pas si c'est trop fort là, non? On entend? Il faut que je fasse. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, le 26 mai 2023 a été pour nous tous une journée mémorable, celle de la célébration du centenaire de notre Académie. Manifestation qui connaîtra un vif succès, comme nous en sommes tous ici les témoins. J'ai revu à la Sorbonne, en cette occasion, un nombre important de personnalités africaines. Premier ministre, président, ministre. J'y ai retrouvé un vieil ami, ministre à l'époque, que je suis ravi de saluer ce soir, Djibril Bassolé. Ah! On se retrouve. On procède rapidement, tous les deux, à un tour d'horizon. Qu'est-ce que tu deviens? On n'écoute plus les discours des personnalités qui sont dans cet amphithéâtre de la Sorbonne. Et donc, nous, on est contents, nous, on a été très complices. Après ce tour d'horizon, il m'a présenté une dame qui l'accompagnait, à l'aise dans notre univers, et qui marquait aussi un vif intérêt pour l'histoire de notre académie. J'ai immédiatement saisi dans notre conversation qu'elle avait une sensibilité africaine. Alors, nous sommes convenus de nous revoir. Eh bien, vous êtes là aujourd'hui, Geneviève Götzinger. Et c'est un honneur et une grande joie de vous accueillir à l'Académie des sciences d'outre-mer pour procéder à votre installation. Avant de poursuivre mon discours, je ne veux pas ne pas respecter le protocole, et le Premier ministre de la République centrafricaine voudra bien m'en excuser. Nous avons été, nous aussi, complices en d'autres temps, et c'est un honneur pour moi de vous voir dans cette enceinte. Et je reprends mon discours. Je suis très heureux de voir une femme d'action, de conviction, rejoindre notre institution au moment où se dessine
une volonté de modernisation de l'Académie, comme l'a noté dans son rapport de stage Adrien Guillot, étudiant à l'Institut d'études politiques de Lyon, qui est resté parmi nous quelque temps. Ce qui me permet de vous rappeler respectueusement, chers consoeurs, chers confrères, qu'il est toujours intéressant de prendre connaissance de ces rapports dont les observations peuvent accompagner nos réflexions sur l'Académie. En effet, madame, il est important de vous accueillir, vous, journaliste de formation et de vocation. Vous me permettrez d'évoquer votre impressionnant parcours de journaliste. Geneviève Götzinger est diplômée du Centre de formation de journalistes. Elle est aussi licenciée en droit public. De surcroît, titulaire d'une licence de droit de l'information. Vous avez, madame, exercé dans la presse écrite et la radio. Vous avez couvert l'actualité ultramarine de 1986 à 1989 pour la radio et la télévision à la rédaction de RFO. Pour rejoindre plus tard le service politique de RFI, vous allez gravir tous les échelons pour en devenir la directrice générale. Vous occuperez, dans le même temps, la direction générale de Radio Monte Carlo Doualiya, filiale de RFI en langue arabe, pour rejoindre en 2012 le groupe France Médias Monde, où l'on vous confiera la direction des relations institutionnelles en charge des affaires publiques. Grand reporter, éditorialiste politique, vous avez couvert de nombreuses campagnes électorales en France et ailleurs. La sphère publique, ses codes, ses acteurs vous sont familiers. Ces expériences et ces responsabilités successives vont vous conduire à passer de l'information à la communication, et vous allez créer une agence de stratégie, de communication et d'influence, Image, que vous écrivez avec 2G. Ça me rappelle quelque chose, parce que Geneviève Götzinger, et donc c'est ça la communication. Elle a ça dans le sang, même quand elle crée de nouvelles sociétés, on sent sa patte. Votre connaissance approfondie de l'Afrique et du monde arabe va vous permettre d'accompagner et de conseiller gouvernements et hommes politiques dans leurs relations institutionnelles et parfois dans leurs négociations complexes et difficiles avec des partenaires économiques. Pluridisciplinaires, vous êtes compétente dans tout ce monde-là où on vous apprécie et vous êtes sollicité en permanence. Cela vous permettra, à l'occasion de publications récentes, de faire partager vos opinions sur la relation France-Afrique, sujet aujourd'hui d'actualité. Vous avez récemment co-signé un rapport sur ce thème intitulé « Sur une approche nouvelle » avec le général Ragmadou et l'amiral Zimmermann, publié par le think tank Sinopia, dont je précise que vous êtes par ailleurs administrateur. Je rappelle en outre que vous participez régulièrement à la revue politique et parlementaire.
Ce que j'ai retenu d'une de nos conversations, nous en avons eu plusieurs, c'est votre évocation dans notre conversation d'une relation affective forte envers le continent africain. Eh bien, nous sommes nombreux dans cette académie que vous rejoignez à partager ce sentiment. L'outre-mer, et en particulier le continent africain, tiennent une place éminente dans votre carrière exceptionnelle. Alors, il était juste que notre compagnie vous accueille parmi ses membres. Nul doute qu'au moment où l'Académie s'apprête à vivre une nouvelle étape, vous, qui avez toujours relevé de nouveaux défis, vous aiderez notre Académie à concevoir une réelle stratégie de communication, lui permettant ainsi de développer son influence, de rappeler le rôle de notre pays dans le monde d'outre-mer, en respectant les principes qui inspirent son action, le savoir, la recherche de la vérité et le respect de l'autre. Chère Geneviève Gotzinger, soyez la bienvenue parmi nous. Voilà, il vous revient, Geneviève Gotzinger, de faire l'éloge de votre prédécesseur, Luc Laventure. Absolument. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Premier ministre de Centrafrique, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Madame la ministre conseillère de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, chère Madeleine et Stéphania Laventure, mes amis, ma chère famille, chères consoeurs, chers confrères, merci pour la confiance dont vous m'avez honorée le 2 juin dernier par votre vote. Merci aussi pour l'accueil que vous m'avez réservé dans notre compagnie depuis cette date, un accueil toujours très chaleureux. Merci à vous qui me faites l'amitié d'être présent aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre, cher Michel Ossin, pour vos propos élogieux. Merci vraiment. Vous avez raison de le rappeler, je n'ai pas été élue ici pour faire de la figuration, c'est pas le style de la maison d'ailleurs. Vous avez raison, j'ai bien l'intention de mettre au service de notre compagnie mon expertise du monde des médias et de ses codes, ma connaissance aussi et mon attachement charnel, vous l'avez dit, c'est vrai, au continent africain, cet attachement que vous avez, vous et moi, en partage. Mais je ne suis pas ici pour parler de moi, vous l'avez dit aussi, mais pour évoquer le souvenir, la mémoire et le parcours de Luc Laventure. Luc Laventure n'aura pas eu la chance d'être installé parmi vous, puisqu'il est décédé prématurément le 6 mars dernier. Donc en parlant de lui, je reprends le fil de cette histoire nouée et aussitôt interrompue, une histoire trop rapidement interrompue avec notre académie. Mes mots seront peut-être un petit peu moins formels, un peu personnels, et vous m'en excuserez, que ce que requiert traditionnellement cet exercice, puisque j'ai bien connu Luc Laventure. En 1985, Luc est la première personne à m'avoir donné vraiment ma chance dans le journalisme. En me recrutant à RFO, d'abord pour présenter les journaux radio du week-end, puis en tant que reporter politique pour la télévision. France 3, que l'on appelait alors encore FR3, proposait tous les dimanches une plage d'informations consacrée aux Outre-mer, que l'on appelait alors encore les Dom-Tom. Pour être totalement franche avec vous, on se dit tout, c'est bien parce que c'était Luc Laventure. Il s'agissait de remplacer que je me suis portée candidate à l'Académie. Je souhaitais être élue à ce siège et à aucun autre. Il y avait à mes yeux une dimension symbolique forte dans ce passage de relais, une forme de transmission, de continuité peut-être. Alors, merci encore, chers consoeurs et chers confrères, d'avoir permis cela. Luc Laventure était un grand journaliste. Je mets dans cet adjectif grand la notion d'exigence. Il était un journaliste exigeant envers lui-même et envers les autres. Il était un patron de presse exigeant. L'un de ceux qui ne laisse rien passer, jamais, qui écoute son antenne. Vous me direz, c'est le b.a.-ba, mais tout le monde ne le fait pas.
qui vous débriefe après un reportage, qui peut vous reprendre sur un mot, sur une expression, sur une imprécision. Tout cela sans concession, avec brutalité parfois même, des mots tranchants, mais avec toujours une bienveillance matinée d'autodérision, d'une forme d'humilité. Luc était profondément humaniste. Il adorait ce rôle de passeur, de mentor, il se vivait comme une sorte de patriarche. Lui, il est né d'une fratrie de 5 enfants, le bohème et l'artiste, le natif d'une terre de violence et d'excès, village de Grand-Rivière, dans le nord-est de la Martinique, où il grandit dans une maison sans l'eau courante. Lui, le fils d'un père aimant et d'une mère tout le contraire, qui aurait pu sortir d'un roman d'Hervé Bazin. Une enfance qui a sans doute été beaucoup pour cette sensibilité à fleur de peau, ce goût du second degré, cette construction un peu douloureuse d'une personnalité complexe et généreuse. Générosité dans son rapport aux jeunes journalistes. Vous vous en doutez, je ne suis évidemment pas la seule à qui il a donné sa chance. Générosité dans la vie quotidienne aussi. Luc Laventure n'accordait aucune valeur aux choses matérielles. L'argent était pour lui une liberté supplémentaire, celle de donner. Il n'avait jamais un sou en poche. Pour avoir tout distribué sur un coup de cœur ou un coup de tête à un artiste désargenté, un ami dans la difficulté ou tout simplement à qui le lui avait demandé. Sa carrière de journaliste commence en Martinique. Nous sommes en 1967. Luc Laventure a 23 ans. Il est recruté à l'ORTF Martinique, donc avec un contrat local. Il se lance dans la profession avec gourmandise, curiosité, et devient dans la rédaction un empêcheur de tourner en rond, de ronronner. Cette profession de journaliste n'était pourtant pas chez lui une vocation. Au début de sa vie professionnelle, il avait failli devenir prêtre, puis gendarme, et enfin il avait donné quelques cours d'anglais. Ce n'était pas une vocation, mais cela devient une passion. Il parcourt son lit la moto et la raconte. Quelques années plus tard, il décroche sa licence de pilote privé d'avion. D'île en île, il couvre avec boulimie toutes les actualités de la Caraïbe. L'éruption d'un volcan, l'indépendance d'une ancienne colonie, le renversement d'un gouvernement. Tout l'intéresse. Il croque la vie par les deux bouts, toujours sur le fil du rasoir. Sans jeu de mots facile, l'aventure est un aventurier. Ses amis se souviennent encore de son atterrissage en catastrophe sur un pont du Carbet, faute d'essence dans son avion. Alors l'avion était resté accroché à des arbres et ce jour-là, lui, il s'en est sorti par miracle. Un hélicoptère est venu le récupérer avec ses compagnons d'infortune. Et cette mésaventure fait partie de la légende Luc Laventure. Il est un boulimique de la vie, un boulimique de liberté, un boulimique de travail. Et d'une honnêteté intellectuelle scrupuleuse. Alors que son frère Miguel se lance dans la politique à l'UDF, Luc se fait un devoir d'être un journaliste impartial, ou plutôt le plus objectif possible dans son traitement de l'information. Luc Laventure a une identité assumée. Il est l'héritier d'une histoire, celle de la Martinique, violente, marquée par l'esclavage, les guerres d'influence entre empires coloniaux européens, une décolonisation par assimilation à la République française. Cette histoire ne génère chez lui ni amertume, ni ressentiment, mais une volonté de reconnaissance et de valorisation de nos différentes identités nationales. Cet héritage, il le transcende pour créer des passerelles, pour créer des liens, convaincu que sa génération doit forger les conditions pour que la jeunesse antillaise soit avant tout sûre d'elle-même, décomplexée et projetée dans l'avenir. Ce volontarisme se décline pour tous les jeunes de tous les Outre-mer. Luc Laventure a certes des convictions politiques fortes, mais ces années-là, comme celles qui suivront, il les laisse à la porte de la rédaction. Dans les années 70, il est ainsi le premier à recevoir Aimé Césaire à la radio. Césaire, qui cela semble incroyable aujourd'hui, était persona non grata. C'est l'époque où les livres de Frantz Fanon se lisaient sous le manteau. Alors lorsqu'il apprend en 1980, à la suite de l'élection de François Mitterrand à l'Élysée, qu'il est muté à Paris, c'est un déchirement, les larmes d'un vrai chagrin.
et une totale incompréhension devant ce qu'il considère à juste titre comme une mauvaise manière et une profonde injustice de la part du nouveau pouvoir. La rupture avec la Martinique est d'une extraordinaire brutalité. La blessure est vive. Il ne sait pas encore qu'il devra se bagarrer pour échapper à une autre mutation, à Amiens. Il ne sait pas non plus qu'il a frôlé le licenciement. Il pense plutôt qu'il s'agit d'un quiproquo et qu'en fait, tout va se régler rapidement, en quelques semaines. En réalité, il découvre ce que l'on appelle dans notre jargon de l'audiovisuel public le placard, l'autre nom de la marginalisation. Grâce à l'appui du syndicat FO, dont il restera proche, il échappe à Amiens quand même, s'installe à Paris avec son épouse, Madeleine, la Ménardi. Ils sont en exil, ils travaillent en soirée, ne disposent pas de bureau attitré et pose chaque soir sa sacoche au milieu de la rédaction, là où il le peut. Sa force de travail, son talent lui permettent de remonter la pente et de se reconstruire. Responsable d'édition en 1984, rédacteur en chef de la rédaction parisienne l'année suivante, directeur de la rédaction jusqu'en 1989, ce sont ces années professionnelles-là que nous avons partagées. Car lorsqu'en 1986, la proposition lui est faite de retourner en Martinique, Luc Laventure refuse. De la souffrance du départ, il aura su tirer le meilleur, construire une carrière à sa dimension. Marie-Josée Ali, journaliste et chanteuse, celle qu'il a toujours suspectée, et sans doute a raison d'être à l'origine de son éviction de 1981, lui dira un jour « tu vaux plus que la Martinique ». Désormais, son combat sera l'outre-mer, tous les outre-mer, de l'Atlantique au Pacifique, en passant par l'océan Indien. Luc Laventure voit dans les Antilles de son enfance une forme d'universalité. Terre africaine par sa population, américaine par la géographie et européenne par la colonisation. Il aime à décrire plus généralement l'ultramarin comme la préfiguration de l'homme de demain, soumis à une pluralité d'influences, héritier d'une somme d'histoires, qui lui confère naturellement une ouverture sur le monde. Directeur de la rédaction, directeur des opérations exceptionnelles, directeur des magazines, directeur général adjoint, directeur des programmes, directeur des antennes et télépays. Dans ces différents postes, il accomplit un travail de fond, de valorisation des différents territoires d'outre-mer, de leurs identités, de leur population. Il se découvre chez lui partout, aux Antilles bien sûr, mais aussi à La Réunion. Et il se prend de passion pour la Nouvelle-Calédonie. Il s'y sent de plein pied, en harmonie aussi bien avec les loyalistes que les indépendantistes. Il ne porte de jugement sur personne, il n'embrasse pas une cause, mais il raconte, il analyse, il décrypte, il comprend le contraire du journalisme d'opinion. Je garde en mémoire notre longue séance de décryptage, justement après mon premier long reportage pour RFO à son initiative. C'était en 1988, en Nouvelle-Calédonie, juste après les accords Matignon. Le territoire, vous vous en souvenez, avait frôlé la guerre civile. À peine quelques semaines plus tard, dans le stade Yélienne, chez le leader indépendantiste Jean-Marie Djibaou, qui accueillait Michel Rocard, j'avais assisté à cette scène émouvante de militants loyalistes et de partisans de l'indépendance, mélangés sur les mêmes gradins, agitant côte à côte, drapeaux tricolores et emblèmes de la Kanaki. Je me souviens à mon retour avoir dit à Luc ma surprise devant l'attitude de plusieurs confrères, certains très éminents, que cette scène avait complètement déstabilisé, plongé dans une totale perplexité. Il avait alors eu l'un de ces éclats de rire tonitruants, suivi d'un coup de gueule contre ceux qui analysent le monde à travers le prisme déformant de leurs propres stéréotypes ou convictions. Parmi ces nombreux faits de gloire, la création de François en 2005, son lancement sur la TNT en Île-de-France en 2007. 3 ans plus tard, la chaîne sera lancée sur la TNT nationale, cette fois avec un grand concert, place de la Bastille à Paris.
Luc Laventure planche sur une nouvelle ligne éditoriale à forte identité autour d'une chaîne racine ultramarine et ouverte sur le monde. En 6 mois, les gains d'audience sont spectaculaires. 21 millions de téléspectateurs en décembre 2010 en audience mensuelle cumulée versus 15 millions en juin de la même année. En parallèle, c'est la création des Outre-mer premières, 9 chaînes régionales de plein exercice dans le cadre du déploiement de la TNT Outre-mer. C'est un projet complexe qui mène à succès, une offre éditoriale ancrée dans la proximité, la production de programmes locaux en contre-programmation des chaînes hexagonales qui arrivent sur le bouquet TNT. Ces années-là, Luc Laventure réalise également 4 documentaires de 52 minutes, Noir Mémoire, Panthéon des mémoires noires, Les 3 lunes du Ramadan, Histoire d'un malaise qui revient sur la crise antillaise de 2009 qu'il a couverte et sur les états généraux de l'outre-mer. Tout au long de sa vie, il n'aura cessé d'interpeller la sphère publique. Il ne lâche pas les ministres qui se succèdent rue Dino, rue de Valois, quand il s'agit de défendre la place des Outre-mer dans le paysage médiatique national, de faire prendre conscience des richesses attachées aux diversités, ou encore de transposer dans ces territoires des grandes causes nationales en matière de santé publique avec le SIDAction par exemple, ou de civisme, respect des mémoires, éducation contre les discriminations. Avec les politiques, son langage est rarement diplomatique, parfois même cru. Quand il est en colère, il passe à la langue créole pour dire sa vérité. Dans cette situation, l'actuel ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, devenu son ami, avait pour habitude de lui répondre « J'ai l'impression que tu me dis des choses pas gentilles ». En créole ou en français, Luc Laventure devient incontournable. À la fin de son compagnonnage avec France Télévisions, le respect dont il jouit génère aussi des jalousies, des frustrations, des inimitiés. Son dernier poste à France Télévisions n'est sans doute pas à la mesure de l'ensemble de sa carrière. Directeur de collection Cross-Média, il réalise une collection multi-support sur les Outre-mer. Documentaires, mais aussi web documentaires et plateformes Internet. Ce sera sa première incursion réelle dans l'univers du web, la rampe de lancement de son dernier projet, son dernier bébé, le groupe média Outre-mer 360, créé en 2015, après son départ à la retraite. Mais qui aurait jamais pu imaginer Luc Laventure à la retraite? Ce site d'information ambitionne de traiter de l'ensemble des actualités ultramarines à 360 degrés, au niveau local, régional et international. Il s'est imposé comme le premier média d'information sur les Outre-mer. Luc Laventure n'est plus, mais avec vous, Marie-Christine Ponamallé, Outre-mer 360 a l'ambition de continuer son œuvre. Luc Laventure, je le disais, s'intéressait à tout, était curieux de tout. Il avait renoncé à entrer dans les ordres, mais il conservait une forme de spiritualité. Il ne passait jamais devant une église sans y pénétrer quelques minutes. Il était en réalité curieux de toutes les religions, de toutes les spiritualités, de la franc-maçonnerie au Talmud. Autour de la cinquantaine, il avait commencé à apprendre l'hébreu sous l'influence d'amis juifs. Il s'intéressait aussi aux superstitions, aux rituels des quimboiseurs, ces sorciers et guérisseurs qui disent avoir la capacité d'établir un lien entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Décédé d'épuisement, il laisse aujourd'hui un grand vide, et pas seulement dans notre académie. Ses amis travaillent sur la création d'une chaire, Luc Laventure à Sciences Po. Il avait de nombreux projets, une école de formation avec Mayotte, la transformation d'Outre-mer 360, le lancement d'une émission culturelle et littéraire avec notre académie sur les écrivains francophones d'hier et d'aujourd'hui. La somptueuse bibliothèque Félix Houphouët-Boigny devait servir de cadre à ce programme qu'il souhaitait de référence. Alors, comme les équipes d'Outre-mer 360 sont toujours partantes, le plus bel hommage qu'ensemble nous pourrons lui rendre, le plus bel hommage qu'ensemble nous allons lui rendre, sera de faire de ce dernier rêve une réalité. Je vous remercie.
me sauve pas, d'accord. Non, je reste. Non, je suis élue et installée, je reste. Vous êtes installé et c'est un grand plaisir pour moi, au nom de l'Académie, de vous remettre la médaille Merci beaucoup. à votre nom. Et nous sommes certains que vous serez d'une aide tout à fait fondamentale pour notre politique de communication, car l'Académie des sciences de l'outre-mer est très riche, mais insuffisamment connue. Et nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous, comme nous comptions sur Luc Laventure, nous comptons sur vous pour mener à bien cette action. Beaucoup d'entre nous sont prêts à collaborer dans une commission dédiée à la réflexion, à l'action dans le domaine de la communication. C'est pour nous quelque chose d'important. Voilà donc la fameuse mémoire, la fameuse médaille. Et pour la photo, peut-être votre mari. Mon mari. D'autres personnes proches. Oui, absolument. Madeleine. Pour la photo. Ne vous sauvez pas parce que sur cette photo, une autre photo. Oui, il faut l'annoncer. Pardon. Alors, la festivité au 3e étage. donc j'évoquais la somptueuse bibliothèque Félix Houphouët-Boigny, c'est au 3e étage, et évidemment on se retrouve pour boire un verre. Au 3e étage de l'Académie. Là on est au 1er, donc voilà. C'était jeune. Donc, c'était copain. J'ai
C'était un très très pédagogue. Merci. Très beau boulot. Voilà. Merci d'avoir représenté. Tu devais transmettre plein de bonnes choses.